Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'approche de la fin de tout ce qui est aspect combat, et il y a quand même quelque chose de très dimensionnant, que j'ai bien évidemment gardé pour la fin, puisque ça agit sur la plupart des choses qu'on a vues juste avant, et j'ai appelé ça les attaques spéciales. L'objectif de ces attaques spéciales, c'est de rompre un petit peu la monotonie du combat classique de jeu de rôle qui est toujours je tape, je rate, tu tapes, tu touches, je tape, je touche, tu tapes, tu touches, un peu répétitif et un peu sans surprise. Alors bien sûr, il y a les techniques martiales que nous verrons très brièvement dans une prochaine vidéo, parce que je ne peux pas m'étaler sur l'intégralité des techniques, il y en a des dizaines et des dizaines, et l'objectif c'est pas de les passer en revue une par une, du moins pas pour l'instant. Mais au-delà de ces techniques martiales qui sont finalement des atouts que le joueur peut jouer pendant le combat histoire de renverser la situation, il est possible pour une attaque tout à fait classique d'être différente, ou du moins de produire des effets différents du simple jet de dégâts. Première chose qui intervient dans le règlement des combats pour apporter un petit peu de piment, c'est la localisation des coups. En effet, c'est quelque chose qui est appliqué dans certains jeux de rôle et complètement ignoré dans d'autres, et à titre personnel, je trouve que c'est toujours une plus-value. Ça permet déjà d'améliorer la description que le maître de jeu peut faire des coups sans avoir à ce que tout sorte intégralement de sa tête, ce qui est toujours une charge de travail supplémentaire. Ça permet aussi de diversifier les effets que les coups portés vont avoir. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dans le système que j'ai mis en place, la localisation se fait au D12. Elle se faisait originalement au D20, mais j'ai préféré placer ça au D12 pour pouvoir permettre aux joueurs de lancer en même temps leur D20 de toucher et leur D12 de localisation. Comme vous le voyez sur le schéma ci-dessous, 12 c'est le résultat magnifique qui permet de taper à la tête, qui est le meilleur endroit où taper quelqu'un. 8, 9, 10 et 11 on tape au bras, gauche, droit. Et 4, 5, 6, 7 on tape à la jambe, gauche ou droite. Et 1, 2, 3 on tape au torse. La particularité du torse, c'est qu'elle ne procure absolument aucun avantage, aucun bonus, c'est le coup classique. Si le coup porte à la jambe ou au bras, vous obtenez un bonus de +1 sur les dégâts que vous causez. Et si le coup porte à la tête, vous obtenez un bonus de +3. Alors me direz-vous, les joueurs n'ont qu'à taper à la tête, et je vous répondrai oui, ça simplifierait grandement les combats, malheureusement ça n'est pas aussi facile que ça. La table de localisation étant aléatoire, ce n'est pas le joueur qui décide quand est-ce qu'il tape dans un endroit précis. Pourtant, au cours de la narration, il arrive que les joueurs veuillent volontairement viser le téléphone. Pourtant, au cours de certains combats, un joueur peut vouloir, à juste titre, viser un endroit précis, et ne pas se référer au simple dé de localisation. Imaginez par exemple qu'il faille à tout prix enlever une couronne de la tête de quelqu'un, ou lui faire lâcher son arme. Ce serait absolument ridicule de taper jusqu'à attendre que le dé fasse jet de toucher à la main droite. Le joueur doit avoir la possibilité de choisir l'endroit qu'il veut viser. Et vous vous doutez bien évidemment que tout ça n'est pas gratuit. Si un joueur tente un coup visé à la tête, il prend un malus de 4 à son seuil de toucher. Et s'il tente un coup visé aux jambes ou aux bras, il prend un malus de 2. Et voilà la règle complémentaire qui s'applique, c'est que à chaque fois qu'un joueur tente un coup visé, il se gagne un malus cumulatif de 1 par tentative. Ce qui veut dire que le premier coup visé a les malus de base, le deuxième coup visé qu'il va tenter pendant une même scène de combat a ce même malus +1, puis +2, puis +3, puis +4, jusqu'à ce que viser soit absolument impossible. Ce qui veut aussi dire qu'un joueur qui a une grande agilité peut se permettre plusieurs coups visés, puisque son agilité va absorber ce malus jusqu'à ce qu'il devienne trop important. Ce système permet aux joueurs de faire des coups visés quand il en a vraiment besoin, et l'empêche de faire des coups visés à chaque tour, en espérant juste que ça finisse par toucher pour mettre fin brièvement au combat. En cas de réussite du jet de toucher sur un coup visé, bien évidemment on lance pas la localisation, c'est l'endroit visé qui est touché à 100%, de manière automatique. Le joueur reçoit le bonus aux dégâts correspondant, donc 3 à la tête et 1 sur les membres. Bien évidemment, personne ne fait un coup visé au torse. Et si jamais un joueur devait faire un coup visé au torse parce qu'il vise quelque chose de précis sur le torse, il n'aurait pas de malus. Il aurait simplement, éventuellement, le malus cumulatif de 1, 2, 3 ou 4 en fonction de combien de coups visés il a fait avant. Et en plus de recevoir ce bonus aux dégâts sur la tête ou sur les membres, le joueur applique une blessure légère.
Voilà les 3 blessures légères qui s'appliquent en fonction de l'endroit qui a été touché. Si le joueur a fait un coup visé à la tête, il a des chances d'étourdir l'adversaire. Avoir des chances d'étourdir, ça veut bien sûr dire que c'est pas automatique. Ça ne survient que si l'adversaire rate son test de constitution, donc un des 20 sous son score de constit. S'il le réussit, l'adversaire n'est pas étourdi. S'il le rate, il gagne l'état étourdi qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Si jamais le coup visé était au bras, droit ou gauche, choix du joueur, l'adversaire va devoir faire un test d'agilité sous peine de lâcher ce qu'il a en main. Son arme, son bouclier, un objet, allez savoir quoi, mais le lâcher. Et si le coup porté est aux jambes, l'adversaire va devoir tester son agilité pour ne pas se retrouver à terre. Pourquoi ces 3 effets sont appelés des blessures légères? Parce qu'en fait, elles n'impliquent qu'un malus pour le tour suivant. Si quelqu'un est étourdi, ça dure un tour. Sa prochaine attaque a un malus de 2 et après, l'étourdissement passe. Si quelqu'un est désarmé, l'arme est par terre mais rien ne l'empêche de la ramasser. Si quelqu'un est à terre, rien ne l'empêche de se relever. Ce ne sont pas des blessures handicapantes. C'est vraiment très temporaire, d'où le blessure légère. Et si j'insiste sur le sujet, c'est simplement parce que, à l'inverse, il existe des blessures graves. Seulement, malheureusement pour le joueur, ce n'est pas lui qui va décider s'il inflige une blessure grave ou pas. Autant le coup visé est une décision du joueur, une décision tactique du joueur, autant les blessures graves n'apparaissent que quand se produit un coup mortel. Et un coup mortel, c'est le dé qui l'indique, c'est pas le joueur. Pour faire un coup mortel, c'est très simple, il suffit, en lançant les dégâts de l'arme, de faire le score maximum sur le dé. Si vous jetez un D8, il faut faire 8. Si vous jetez un D10, il faut faire 10. Si vous jetez 2 D6, il faut faire 12. Si vous faites dégâts maximum mais que votre attaque touche au torse, il ne se passe rien puisqu'il n'y a pas de blessure ni légère ni grave au torse. Vous faites juste les dégâts maximum, ce qui est déjà pas mal, ce qui permet de faire beaucoup de dégâts dans l'adversaire. Mais il n'y aura pas d'effet bonus. Voilà ce qui se produit lorsqu'un coup mortel arrive à la tête, au bras ou aux jambes. Si le coup mortel se produit à la tête, l'adversaire doit tester sa constitution, sinon il est aveuglé pour le reste du combat. Aveuglé parce qu'il a une blessure qui lui empêche d'ouvrir les yeux, ce genre de délire là, vous voyez, c'est vraiment un truc très handicapant au niveau de la tête et ça gêne son champ de vision. Il se retrouve donc aveuglé, ce qui, pour rappel, est un malus de -2 au toucher, jusqu'à ce qu'il reçoive des soins. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans la blessure légère, on est dans le truc handicapant et qui va durer, et qui risque fort de renverser l'issue du combat. Si le coup mortel se produit au bras, le bras est incapacité si l'adversaire rate son test de constitution. Incapacité, ça veut dire je ne peux pas l'utiliser. Ce qui veut dire que dans le cas d'un combattant classique, il va devoir manier son arme avec son autre main, il va devoir lâcher son bouclier, il n'a plus qu'un bras valide pour se battre. Et bien évidemment, imaginons qu'il se prenne une incapacité sur les 2 bras, je vous cache pas que ça va devenir compliqué pour lui de se battre. Si le coup mortel se produit aux jambes, c'est un test de constitution qui va dire si l'adversaire est entravé jusqu'à la fin du combat ou être soigné. Entravé, perte d'une case de déplacement, perte de 1 en initiative, plus de bonus d'esquive. Jusqu'à la fin du combat, on est dans les blessures graves. Comme vous pouvez le voir, les coups mortels sont bien plus dangereux que les coups visés, mais les joueurs ne les provoquent pas spécialement. D'où l'importance éventuellement de savoir si son arme est plutôt propice aux coups mortels ou pas. L'épée à 2 mains, la Claymore, lance 2 D6 pour obtenir ses dégâts, ça veut dire qu'il y a de faibles chances d'obtenir 12. C'est une arme qui globalement est assez mortelle, mais elle n'est pas plus mortelle dans un coup mortel. Elle est globalement très mortelle tout le long du combat. Alors que certaines armes sont particulièrement douées pour faire ce genre de blessure, et à ce titre-là, la première, c'est le marteau. Le marteau fait des coups mortels alors qu'il fait des dégâts au D6. Il a donc beaucoup de chances de faire un 6. Une chance sur 6 pour être précis, par rapport à une Claymore. Ça veut dire qu'un marteau va très souvent faire des coups mortels. Un marteau, c'est le genre de truc qui vous fracasse des sauts, qui vous fait des contusions et ça vous handicape pendant le combat. Alors que toutes les autres armes sont à peu près au D8,
À quelques exceptions près, elles sont toutes dans le D8, donc une chance sur 8. Et les autres armes qui font des dégâts au D6 ne font pas de coups mortels. Je parle notamment de l'épée courte, ou de la dague au D4, ou des armes improvisées qui font un D3, ou des poings qui ne font qu'un point de dégâts. Tout ça ne fait pas de coups mortels. Donc la plus mortelle de toutes les armes, c'est le marteau. De manière courante et classique dans un combat, ces dégâts vont pas être fous, puisque ça va être un truc de 1 à 6, c'est pas énorme en termes de montant de dégâts. En revanche, c'est la seule arme qui va avoir, au cours d'un combat, le plus de chances de casser des tibias, des fémurs, des avant-bras, des doigts. Et ça va mettre l'adversaire dans le mal. Et bien évidemment, on ne pouvait pas se passer du classique coup critique. On a vu les coups visés, on a vu les coups mortels. Il y a le coup critique qui, évidemment, comme le coup mortel ne se choisit pas, c'est le dé qui détermine si c'est critique ou pas. Et il n'y a qu'une chance sur 20 de faire un coup critique, c'est d'obtenir un 1 sur son dé. Si vous obtenez 1 sur votre dé de toucher, on ne regarde pas la défense adverse, vous avez touché, point barre, c'est automatique. Et quand vous lancez votre dé de dégâts, vous lui ajoutez le montant maximum du dé. Ce qui veut dire dans le cas d'un D8, par exemple, que vous allez lancer un D8 et vous allez ajouter 8 au score. Jusqu'à un maximum de 10. Ce qui veut dire qu'une clé mort va pas lancer 2D6 plus 12, mais 2D6 plus 10. 10 c'est le maximum. Une lance va lancer un D8 plus 8, une dague va lancer un D4 plus 4, une épée courte va lancer un D6 plus 6. Et les trois styles qu'on vient de voir ne sont pas excluants les uns des autres. Ce qui veut dire que mon personnage peut, s'il a de la chance, vouloir faire un coup visé. Imaginez, je fais un coup visé à la tête. Je fais un critique sur mon dé, et je fais les dégâts maximum sur le dé de dégâts. Les trois effets s'appliquent. Ce qui veut dire que mon coup visé est réussi, puisque c'est un critique, j'ai fait 1 sur mon dé. Donc vu qu'il réussit, il va appliquer une blessure légère. Et il va faire plus 3 dégâts parce que c'est la tête. Mais c'est un coup critique. Donc il va faire dégâts plus 3 parce que c'est la tête, plus le maximum du dé. Bah oui, c'est un critique. Et je lance mon dé de dégâts et je fais le montant maximum. Ce qui veut dire qu'en plus, il va appliquer à la tête une blessure grave. Le mec va donc se prendre une blessure légère, donc il va être étourdi, il va avoir des chances d'être étourdi, une blessure grave, il va avoir des chances d'être aveuglé, et prenons le cas d'une épée, il va se prendre un D8 qui a fait 8, donc il va se prendre 8, plus 8, parce que c'est un critique, donc 16, plus 3, parce que c'est la tête, donc 19. Le mec s'est pris en un coup 19 points de dégâts, il est probablement, selon son G2D, aveuglé, et il est probablement étourdi. Ça veut dire que s'il rate ses 2 G, au tour prochain, il a moins 2 au toucher parce qu'il est aveuglé, et moins 2 parce qu'il est étourdi. Donc il a moins 4 au toucher. Autant dire que le tour prochain, le mec, c'est même pas la peine qu'il essaye de taper, hein, il vaut mieux qu'il adopte une position défensive et qu'il trouve un moyen de se sortir de là. Voilà hein, le type de coup qui fait vraiment très mal. Ok, il n'arrive pas tous les 4 matins, faut avoir visé, faut avoir fait 1 sur le dé, faut avoir fait le dégât maximum, mais concrètement il peut arriver. Pour finir, on va voir le cas particulier du combat à main nue. Le combat à main nue obéit à ces règles-là, mais les détourne un petit peu. Combattre à main nue vous apporte des avantages et des inconvénients, mais il y a des avantages quand même. Premier effet du combat à main nue, il n'y a pas de malus cumulatif de visée. Ça veut dire que quand vous affrontez un adversaire avec vos poings et vos pieds, et que vous visez, vous avez le malus classique, moins 4 ou moins 2, en fonction de où vous visez, mais vous pouvez viser à chaque tour, vous n'avez pas le malus cumulatif de 1 qui vient s'ajouter. Toutes vos visées seront à moins 4, moins 2, moins 4, moins 2, tour après tour. Donc le combat à main nue vous invite à viser. C'est même une des raisons du combat à main nue, c'est qu'on peut viser plusieurs fois sans se fatiguer. Le combat à main nue cause 1 point de dégâts quand une attaque touche, plus votre bonus de force si vous en avez un. Et évidemment, si vous touchez à la tête, aux bras ou aux jambes, vous avez le bonus aux dégâts de 3 ou de 1. Ça veut dire qu'un coup de poing d'un mec très fort qui vous touche à la tête peut vraiment vous faire très mal. Quand vous vous battez à main nue, vous avez plus 1 à l'initiative, comme une dague. Évidemment, vous vous en doutez, j'aurais été
malvenu de mettre ça, il n'y a pas de coup mortel au combat à main nue. Vous n'infligez pas de blessures graves. Bah oui, il n'y a pas de jet de dés, donc vous ne pouvez pas faire le maximum sur votre dé, et on ne peut pas considérer que vous faites tout le temps votre maximum, sinon tout le monde se battrait à main nue, et pourquoi prendre une arme finalement? Il n'y a donc pas de coup mortel. En revanche, quand vous visez, il peut y avoir des blessures légères. Donc vous pouvez mettre des mecs à terre, vous pouvez leur faire lâcher leurs armes, vous pouvez les étourdir. Si vous faites 1 pour toucher, c'est un coup critique. Ça va pas être la folie, parce que techniquement, vous n'allez pas faire 1 point de dégâts, vous allez faire 2 points de dégâts, mais ça fonctionne quand même. Et enfin, si vous amenez votre adversaire à 0 point de vie avec un coup de poing, ou un coup de boue, ou un coup de allez savoir quoi, on s'en moque en fait, si l'adversaire tombe en dessous de 0 point de vie à cause de combat à main nue, même s'il a été blessé avant, si c'est vraiment le combat à main nue qui l'amène sous les 0, il est KO. Ce qui permet de ne pas le tuer. Et enfin, dernière possibilité réservée au combat à main nue, si votre attaque touche, vous pouvez échanger ses effets, donc les effets blessures légères, les effets points de dégâts, vous pouvez changer tous ces effets-là pour le transformer en prise. La prise, c'est risqué, mais quand ça marche, c'est bien. Ça veut dire que vous tentez de ceinturer votre adversaire. Pour ce faire, vous allez faire un jet de force comparée. Donc 1 des 10, plus bonus de force, plus compétence bagarre. Celui qui fait le plus gagne. Si c'est vous qui faites le plus, vous ceinturez votre adversaire. Si c'est lui qui fait le plus, il arrive à se dégager. Donc vous n'aurez pas fait de dégâts, vous n'aurez pas appliqué d'effet, et le type pourra contre-attaquer, agir, et il n'y a aucun souci. À partir du moment où vous avez la prise sur votre adversaire, vous ne pouvez pas vous battre, vous êtes occupé à le ceinturer, il ne peut pas se battre, il est occupé à essayer de se libérer finalement. Ce qui permet plusieurs possibilités, ce qui permet par exemple à des gens de lui taper dessus sans qu'ils puissent trop se défendre, ce qui permet de gagner du temps, tout simplement, en ceinturant quelqu'un, vous l'empêchez d'agir, vous-même vous n'agissez pas, mais lui non plus. Alors, en 1 contre 1, on ne gagne pas un combat parce qu'on ceinture quelqu'un, hein. Ça mène un peu à rien cette histoire. Mais en combat à plusieurs contre plusieurs, ceinturer quelqu'un et le maintenir hors de combat, ça peut aider. Par exemple, c'est con, mais un mage qui est ceinturé, il peut pas incanter, hein. On ne peut rien faire d'autre. Et à chaque tour qui suit, c'est un jet de force comparée. Et tant que vous gagnez, le mec ne peut pas bouger. Et cerise sur le gâteau, si vous réussissez votre jet de force comparée, vous pouvez soit choisir de rester debout, soit vous jeter à terre et entraîner votre cible avec vous. Auquel cas, vous vous retrouvez tous les deux à terre, avec tous les malus bonus qui peuvent s'appliquer. Il y a des situations où c'est très utile, il y a des situations où ça serait débile. C'est le joueur qui choisit. Et cerise sur le gâteau, quand vous faites votre jet de force comparée, vous avez moyen d'avoir un bonus sur ce jet en fonction des gens qui vous aident. Ça veut dire que 3 personnes qui tentent d'en ceinturer une seule, il va y avoir un jet de force comparée, et la personne qui est aidée va avoir un bonus de plus 2, parce qu'il y a 2 personnes qui l'aident. Et inversement, si vous ceinturez quelqu'un et qu'on essaye de faire en sorte que vous le libériez, votre adversaire va avoir un bonus de 1 pour se libérer. À partir du moment où vous avez ceinturé un adversaire, vous pouvez, tant que vous réussissez votre jet en force, hein, vous pouvez le faire se déplacer d'une case dans la direction de votre choix. Vous pouvez l'entraîner avec vous d'une case. Ça n'a pas duré très longtemps, voilà, on a fait le tour des coups spéciaux. S'il fallait le préciser, parce que je ne sais pas si je l'ai bien précisé, mais c'est très important en fait, c'est vraiment très dimensionnant. Les personnages, dans ce système-là, ne portent qu'une attaque par tour, avec une arme. Vous prenez l'arme de votre choix, vous pouvez attaquer une fois. Que vous ayez 15 en rang d'épée ou de lance, ou 22 ou 54, ce qui bien sûr est impossible, puisque c'est un score de 1 à 10, vous ne tapez qu'une fois. Si vous avez une arme dans chaque main, vous allez taper une fois avec chaque arme. Vous avez un rang 0 dans l'arc, vous prenez un arc, vous tirez une flèche. Vous avez juste 0 à ajouter au dé. Mais vous pouvez, n'importe qui peut prendre n'importe quelle arme et taper sans bonus, une fois. Un mage peut prendre une clé mort et taper avec si l'envie lui prend.
Il a moins de chances de toucher qu'un combattant qui s'est entraîné à la clé mort, mais c'est le rang d'armes qui fait la différence. Il n'y a pas d'interdiction d'armes en fonction des carrières que les gens ont pris. La seule exception à cette règle, c'est que les techniques martiales qu'on achète et qu'on peut dépenser dans les combats peuvent permettre des attaques supplémentaires. Mais pour ça, il faut payer le coût et utiliser sa technique martiale. Et vous l'aurez compris, c'est sans doute pour ça que c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines vidéos, parce que c'est ce qui fait le sel des combats, et c'est ce qui fait la gestion tactique des combats, c'est le pool de points qu'on a à dépenser, les techniques, les effets, le nombre de fois qu'on peut les utiliser, c'est ça qui est, pour moi, hein, je trouve le plus intéressant dans tout ça.